Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Western blot, à quoi ça sert et surtout comment analyser une image, une figure de Western blot. Quand on est en début d'études de biologie, généralement en licence, on a du mal au début à interpréter certaines figures, à les analyser, c'est normal, ça s'apprend. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire avec le Western blot. Donc le Western blot, à quoi ça sert? C'est une technique qui est utilisée en biologie moléculaire, en biochimie, pour analyser des protéines. Donc ça permet d'identifier des protéines spécifiques dans un échantillon donné. Ça permet de vérifier la taille d'une protéine. Ça permet de mesurer plus ou moins sa quantité, mais c'est très relatif parce que le Western blot n'est pas une méthode extrêmement quantitative, voire pas du tout. Et ça permet également de voir si une protéine va être exprimée ou non dans votre échantillon. Donc comment ça se passe concrètement de réaliser un Western blot? Si c'est sur cellules par exemple, donc vous cultivez vos cellules dans vos flasques habituelles et vous allez, vous allez extraire les protéines de vos cellules. Donc vous allez liser la membrane pour relarguer les protéines et ensuite vous allez faire une sorte de purification pour avoir uniquement votre culot protéique. Ensuite, vous allez devoir donc doser vos protéines pour connaître la quantité. Et une fois que vous avez votre échantillon de protéines, créez un gel de polyacrylamide dans lequel vous allez venir déposer vos extraits protéiques. Et ensuite, on va appliquer un courant électrique à ce gel. Et vos extraits protéiques vont venir migrer dans le gel et vont se retrouver à un différent niveau dans le gel en fonction de leur taille, de leur poids moléculaire plus précisément. Et ensuite, on va transférer les protéines qui sont donc emprisonnées dans le gel sur une membrane spécifique. Nos protéines vont se retrouver sur la membrane et on va incuber la membrane avec des anticorps spécifiques, donc dirigés contre une protéine d'intérêt. Et le lendemain, on va révéler. Et si nos anticorps, par exemple anti-actine, se sont fixés sur nos protéines d'actine de nos cellules, eh bien, on pourra identifier la protéine. Donc maintenant, on va voir un exemple concret. Je vous affiche juste ici le Western blot qu'on va essayer d'analyser ensemble. Donc ici, les chercheurs, ils ont essayé de mettre en évidence donc, le niveau de phosphorylation d'une protéine qui est AKT avec la chondramide, qui est une molécule qui va déstabiliser les filaments d'actine dans la cellule. Mais même si vous vous retrouvez face à un schéma de Western, à une image de Western blot comme ça, que vous ne savez pas le nom, que vous ne connaissez pas la protéine en question, que vous ne connaissez pas les traitements utilisés, vous devez quand même être capable de l'analyser et de l'interpréter. Même si vous ne savez pas le nom de la molécule en question, ni son effet, vous pouvez normalement quand même comprendre l'image de Western blot. Donc ici on voit deux choses. Premièrement, on voit qu'il y a deux types de traitements différents. On voit EGF moins ou plus, donc stimulation, pas de stimulation ou stimulation avec l'EGF qui est un facteur de croissance, ou alors avec la chondramide à 30 nanomolaires ou à 100 nanomolaires en fonction des heures, donc sur une durée d'1 heure, de 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est les deux traitements qu'il a été effectué sur les cellules. Et en fonction de ces deux traitements, donc du traitement à l'EGF ou pas, ou du traitement à la chondramide ou pas, et pendant un temps différent, on va regarder l'effet que cela a sur nos protéines extraites des cellules. Donc on peut voir que là, on s'intéresse à deux protéines différentes qui sont en réalité la même, mais on a AKT total, donc la forme totale de la protéine AKT, et PAKT, qui est la forme phosphorylée d'AKT. Donc ici, on utilise un anticorps dirigé spécifiquement contre la phosphorylation sur la protéine AKT. Et comme ça, on pourra voir la différence entre notre niveau basal d'AKT et le niveau d'AKT qui a été phosphorylé. Et donc là, on peut se dire, ok, on teste différents traitements et on veut voir AKT et AKT phosphorylé. Donc ici, le but de cette image, c'est d'identifier en quoi les traitements utilisés vont affecter ou non la phosphorylation de la protéine AKT. Ensuite, on voit GAPDH. Donc la GAPDH, c'est un gène de ménage. C'est un gène qui est... enfin là, ici, c'est la protéine. Mais c'est une protéine qui est stable normalement dans vos cellules, qui est exprimée de la même façon tout le temps. Donc il existe différents types de gènes de ménage.
On a la GAPDH, on a l'actine, il y en existe d'autres. Vous pouvez en utiliser un, deux ou trois. Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez, ça vous sert de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, ça vous sert à identifier si vous avez bien déposé la même quantité de protéines dans votre gel au départ. Parce que ça peut faire varier énormément les résultats. Et donc, si jamais dans ma condition EGF- sans chondramide, j'ai déposé 10 nanogrammes de protéines, mais que sur ma piste d'à côté, je dépose par exemple 30 nanogrammes de protéines, je vais avoir un x3 et donc ma bande sera normalement, logiquement, 3 fois plus intense. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de phosphorylation. Ça veut juste dire que j'ai déposé plus de protéines au départ. Donc la GAPDH, l'actine, le gène de ménage qui est utilisé, ça sert de référence et notre contrôle pour voir si on a bien déposé la même quantité de protéines à chaque fois. Donc maintenant on a compris à peu près l'idée de cette figure et ce que les chercheurs veulent mettre en évidence, c'est si les traitements, soit le GF, soit à la chondramide, à 30, c'est 30 ? Oui, soit à 30 nanomolaires, soit à 100 nanomolaires, combinés ou non avec le GF, selon différents timings de présence avec la chondramide, si le niveau de phosphorylation d'AKT va être modifié. Ça, c'est l'objet, le but de la figure. Et c'est la chose la plus importante à déterminer quand vous êtes devant une figure que vous devez analyser, c'est d'essayer de comprendre, avant d'analyser le résultat et de comprendre le résultat, c'est de comprendre le pourquoi ils ont fait cette figure, qu'est-ce qu'on cherchait à démontrer. Donc ici, c'est on cherchait à démontrer si les traitements à la chondramide avec stimulation ou non à l'EGF va augmenter le taux de phosphorylation de notre protéine d'intérêt. Donc si on se penche maintenant sur les résultats de cette figure, on peut constater, donc en fait là on va se fier à l'intensité des bandes. C'est pour ça que je vous dis que c'est une méthode qui est peu quantitative, parce que c'est vraiment de l'approximatif, et ça ne va pas nous donner un résultat exact, une quantité exacte, non, c'est vraiment, on va prendre l'épaisseur des bandes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un contrôle avec notre GAPDH ici. Donc pour avoir des résultats, ici on se fie à l'épaisseur des bandes et donc à une observation visuelle pour l'instant. Donc on voit ici que sans stimulation à l'EGF, donc avec le facteur de croissance, il semble qu'on ait un AKT qui est peu phosphorylé en l'absence de stimulation. Par contre, quand on stimule avec l'EGF, peu importe le traitement à la chondramide à 30 nanomolaires ou à 100 nanomolaires, et peu importe le temps, on semble voir, en tout cas avec nos yeux, un niveau de phosphorylation identique d'AKT. Mais là, ce qu'on peut remarquer visuellement, c'est que sans la stimulation à l'EGF, on semble observer une diminution de la phosphorylation d'AKT et qu'ensuite, peu importe le traitement, ça reste identique. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur nos yeux, et donc les chercheurs ils ont développé une petite technique pour identifier les Western blots, ça s'appelle de la densitométrie, c'est-à-dire qu'on va, avec un logiciel, encadrer notre petite piste, le petit trait qui correspond à la protéine, et ça va nous donner un niveau de densité, un niveau d'épaisseur de la bande, un niveau de contraste. En gros, ça va mesurer les pixels, et ça va nous donner un niveau de contraste qui correspondra donc à notre piste. Et on va faire ça pour toutes les pistes. On va faire ça pour la piste, par exemple, si on prend la première piste, on a donc EGF-, on a l'impression que la phosphorylation d'AKT est moins forte. On va donc la délimiter, relever le niveau de densité, faire pareil avec la GAPDH, et on va rapporter notre densité de AKT sur la GAPDH. Et on va faire ça pour toutes les pistes, pour que tout soit normalisé sur notre GAPDH qui, comme je vous l'ai dit, est notre contrôle, notre témoin de quantité de protéines, notre témoin de dépôt. Donc le but ici, c'est d'obtenir un niveau relatif d'expression de notre protéine d'intérêt, donc ici de phospho-AKT, sur notre niveau relatif d'expression de notre gène de référence, donc ici de la GAPDH. Donc on peut faire ça comme ça, on peut également regarder le niveau de rapport entre phospho-AKT sur AKT pour voir quelle partie d'AKT est phosphorylée sur la totalité de la protéine. Et du coup, une fois qu'on a fait ces ratios de densitométrie, on se retrouve donc avec des valeurs qu'on peut
mettre sous forme de graphique, donc comme celui que je vous affiche ici, c'est ce qui retranscrit cette image de Western blot. Et donc ici, on a un argument un peu plus quantitatif qui prouve que peu importe la quantité de chondramide utilisée, donc à 30 ou à 100 nanomolaires, on n'a pas d'augmentation ou de diminution de la phosphorylation de la protéine AKT. Donc un deuxième exemple pour voir si vous avez bien compris. Ici, donc c'est un autre Western blot que je vous affiche ici. Donc première question à se poser, qu'est-ce qu'ils ont voulu démontrer avec ce Western blot? On voit Battimasta, 24 heures, 48 heures, plus ou moins, donc présence ou absence. Donc même si on ne sait pas ce que c'est que le Battimasta, on se doute que c'est une molécule qu'ils ont voulu tester. Et ensuite on regarde les cibles protéiques qu'ils ont voulu analyser, MMP2, MMP14. Donc ici, ils ont voulu voir si le Battimasta avait un impact sur l'expression de ces deux protéines. La bêta-actine, ici, c'est leur témoin de charge, comme je vous expliquais, le même principe qu'avec la GAPDH. Et donc ensuite, on n'a qu'à regarder, qu'à analyser les bandes en faisant la densitométrie, et on obtient ce graphique. Et donc, on se rend compte, avec des données un peu plus quantitatives que juste un aspect visuel, qu'à 24 heures pour la MMP2, on n'a pas d'effet en présence ou en absence de Battimasta. Par contre, qu'à 48 heures, on semble apercevoir un effet, donc c'est en Battimasta. Avec le Battimasta, on a l'impression d'avoir une plus grande quantité de MMP2, une plus forte expression de MMP2, mais attention, c'est non significatif. Le NS signifie non significatif. Si c'est significatif statistiquement parlant, vous avez des petites étoiles, des petits astérix. Et si on regarde donc le graphique de la MMP14, lui, c'est pareil, rien de significatif, mais il y a une tendance à l'augmentation de l'expression de la MMP14 en présence de la de Battimasta, que ce soit à 24 ou à 48 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. J'espère que j'ai pas trop bégayer ni chercher mes mots. C'est la première fois que je fais un exercice de ce genre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire vos retours et à me donner des idées de ce que vous voudriez que je fasse comme autre analyse, que ce soit des graphes de QPCR, des immunoprécipitations, ce genre de choses. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.